Bonsoir à tous. À la une de ce journal, l'horreur dans le chaudron de la crise anglophone, présenté comme un ex-commandant d'un groupe armé à Woom, dans la région du Nord-Ouest, Polycarpe Ecom, a été assassiné dans des circonstances troubles. Pourtant, il avait déposé les armes et présenté des excuses au public en appelant ses camarades d'armes à eux aussi sortir des bois pour mettre fin à cette lutte armée. Comment en est-on arrivé là? Et le nombre de réponses à suivre en ouverture de ce journal. 3 ans après la catastrophe ferroviaire des ECA, c'est un rebondissement spectaculaire. Un expert international révèle que le rapport d'expertise définitif n'a jamais été transmis au magistrat chargé de l'enquête, encore moins au conseil des victimes. Comment en est-on arrivé là? Pourtant, cet expert affirme qu'il a bel et bien transmis le rapport d'expertise définitif à la présidente de la République pour faire la lumière sur cette affaire. Vous suivrez dans ce journal les points saillants de la lettre ouverte qu'il a adressée au président de la République du Cameroun. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Il avait choisi de déposer les armes et de présenter ses excuses aux populations de Woom et des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest pour des exactions commises durant cette guerre dans les deux régions anglophones, présenté comme un ex-commandant d'un groupe armé dans les régions anglophones. Polycarpe Ecom a été l'un des acteurs de la cérémonie d'installation du préfet de Woom hier, et contre toute attente, il a été retrouvé assassiné ce matin selon plusieurs témoins. Que s'est-il passé en l'espace de 24 heures? Comment en est-on arrivé là? Et le monde de réponses avec Donald Brice Kamgan. Ce n'est pas à lui que la cérémonie était prioritairement consacrée, mais la présentation de Polycarpe Ecom a ravi la vedette à l'installation du nouveau préfet du département de la Mentchoum dans la région du Nord-Ouest. Accolade à n'en plus finir, salutations chaleureuses, encouragement, le leader séparatiste repenti était l'événement à Woom. Prenant la parole face aux autorités, il justifiera tout d'abord son désistement. After the dialogue, we say, we the Amba boys, he don't grant us the freedom for come back at home. Le président a demandé à nous Amba de revenir à une vie normale, afin qu'on trouve des solutions aux problèmes qui se posent. J'ai donc décidé de me reconvertir. Puis un message à ses ex-compagnons. Rassurez que je suis en sécurité. Je peux appeler tous mes compagnons qui sont toujours dans la brousse à déposer les armes, à revenir dans la société. Celui qui est présenté comme un général de groupe sécessionniste dans le Nord-Ouest a été retrouvé décapité ce jeudi matin par des hommes non identifiés qui l'auraient enlevé et amené loin de son quartier. Polycarpe Ecom aurait été étiqueté comme un traître par ses ex-compagnons, d'après des sources dans la région du Nord-Ouest. Les autorités n'ont pas encore réagi à l'assassinat de l'ex-séparatiste qui aurait demandé à retourner à son domicile à Woom après la cérémonie de mercredi, plutôt qu'à intégrer le centre régional de désarmement accueillant les ex-combattants. L'accident ferroviaire des ECA n'a pas encore livré tous ses secrets. Après un feuilleton judiciaire retentissant, c'est un rebondissement spectaculaire qui vient de se produire. Un expert international révèle que le rapport définitif d'expertise a disparu entre la présidence de la République et le tribunal des ECA. Selon Pierre Serrouti, ce rapport définitif d'expertise n'a jamais été transmis au magistrat chargé de l'enquête, encore moins au conseil des victimes. Pourtant, il affirme l'avoir bel et bien transmis à la présidence de la République afin que les origines des défaillances techniques soient connues et les responsabilités établies. Accusé d'impartialité et de corruption, Pierre Serrouti a écrit une lettre ouverte au chef de l'État. Évocation avec Guy Zogo.
Le rapport définitif de l'accident ferroviaire des ECA, survenu le 16 octobre 2016, qui a fait 79 morts et 551 blessés, n'est jamais parvenu au président de la République. C'est la révélation choc que fait le cabinet Pierre Cerruti, chargé de l'expertise technique à la suite de cet accident, dans une longue correspondance adressée à Paul Biya, laquelle fait désormais les délices des réseaux sociaux. Son auteur, Pierre Cerruti, qui se désole de ne pouvoir atteindre le président de la République pour lui faire part de cette situation, pointe un doigt accusateur sur une haute personnalité de la présidence de la République encore en fonction. Selon ses explications, c'est elle qui n'aurait pas acheminé les exemplaires du rapport définitif d'expertise de 70 pages de cet accident envoyé au chef de l'État via DHL. En somme donc, précise Pierre Cerruti, c'est un rapport d'étape de 14 pages seulement qui aura servi de base de travail aux autorités camerounaises sur l'accident ferroviaire des ECA, loin des recommandations de l'expert sur des points sensibles comme l'indemnisation des victimes et de leurs familles. De plus, d'autres acteurs sont mis en cause par l'expert français, en l'occurrence le syndicaliste Benoît Essiga, commis à la même tâche, accusé d'avoir plagié le rapport Cerruti. Une charge est également lancée contre Camaraï, dont le rôle, à en croire Pierre Cerruti, aura consisté à accuser l'expert commis de partialité tout en tentant de l'influencer. Une allusion sur de possibles actes de concussion de Camaraï à propos du jugement du tribunal de première instance des ECA dans cette affaire est même évoquée en mots à peine voilés. Contacté par Equinox Télévision, le ministère des Transports, Camaraï ainsi que Benoît Essiga n'ont pas répondu à nos sollicitations. Après Marois, des inondations font rage dans la commune de Kekem. Vous allez le voir en image à la suite des pluies diluviennes. Les routes sont impraticables, les établissements scolaires sont inondés. Les populations peinent à se mouvoir dans la commune de Kekem à la suite de ces pluies diluviennes ayant entraîné des inondations et d'importants dégâts matériels déjà enregistrés. Aucune perte en vie humaine signalée jusqu'ici. Je vous propose d'écouter la réaction des populations qui subissent ces inondations dans la commune d'arrondissement de Kekem. Ça se monte. S'il pleut encore, ça va toujours monter. Vous nous connaissez mon papa là? C'est l'eau là, c'était sorti, mais tu viens de sortir de la maison et trouvé que ça a pris tout quelqu'un. Voilà. Non, ça c'est notre cas. Et ça se monte seulement. Voilà ça, non? Voilà. Non, quand l'eau là, vraiment. Comme moyen de transport, c'est-à-dire une pirogue qui faisait traverser les gens. Et apparemment, l'autorité a eu dû refuser que les gens ne passent plus, donc que ça ne porte plus les gens. C'est quelle autorité? Hier, dans la journée. Tout était envahi? Oui, c'est envahi. Mais sa maison était le lit du cours d'eau. Donc l'eau entrait devant, ça sortait directement derrière là. Ça fait donc à autant pas entrer dedans. La colère des commerçants gronde à Yagua, à l'extrême nord du Cameroun. Ce jeudi, jour de marché, presque toutes les boutiques sont restées fermées. C'est un signe de protestation des commerçants. Ils ont organisé une marche pacifique dans les rues de Yagua pour dénoncer l'attitude de magistrats. Selon les manifestants, plusieurs boutiques et magasins ont été scellés il y a quelques semaines sur ordre de cette autorité judiciaire. Les plaignants font savoir qu'ils ont été contraints de verser d'importantes sommes d'argent afin que les scellés soient levés. Mais face au refus du magistrat de s'exécuter, ils ont saisi les autorités administratives, le ministre de la Justice, pour dénoncer ces multiples arnaques à ciel ouvert et abus de pouvoir à Yagua, à l'extrême nord du Cameroun. Dans une autre localité, notamment dans le département du Mungo, de nombreux litiges fonciers font rage. L'insécurité également est décriée par les populations à l'heure où vient d'être installé le nouveau préfet du Mungo. Les attentes sont nombreuses quant
concernant les populations qui l'appellent à pouvoir régler ces problèmes d'insécurité et mieux administrer afin de limiter les litiges fonciers dans le département du Mungo. D'autres précisions avec Cyril Djemba et Ket Diarra. Population du Mungo, de par le président de la République et conformément aux dispositions du décret dont lecture vient de vous être livrée, voici votre nouveau préfet. Les populations du Mungo ont leur nouveau préfet, le 25e du genre. Il se nomme Djana-Yves Bertrand Noël. Il a été installé ce mercredi par le gouverneur de la région du littoral, Dieudonné Yves Hadiboua, qui au passage a formulé à son endroit un ensemble de recommandations. La santé n'ayant pas de prix, je vous invite à poursuivre l'assainissement du fonctionnement des équipes de santé, ainsi que les centres de santé et autres cliniques clandestines, établissements dont certains exploitent abusivement la naïveté des populations, entraînant pour les patients cobayes des conséquences fâcheuses, irréprobables, voire tragiques. Bien plus, je vous exhorte à apporter toute l'assistance nécessaire à tous les magistrats municipaux du Mungo, de manière à obtenir des résultats optimaux attendus du processus de la décentralisation entrangée par les pouvoirs publics sous la très haute impulsion. Il arrive à la tête d'un département qui traîne de nombreux maux que les populations sont impatientes de voir solutionner. Il s'agit notamment de la modernisation du centre urbain, la réhabilitation des édifices publics, l'hygiène et la salubrité, les conflits d'intérêts, les guerres de positionnement et autres problèmes de terrain, pour ne citer que cela. Parce que beaucoup de gens à qui les terrains en Konsamba, pour avoir même un titre foncier, c'est un problème. Pourquoi? Parce qu'on cherche toujours les gens, surtout du domaine et tout, en arnaquer les gens pour pouvoir s'enrichir. Pour les riverains, le nouveau préfet possède des atouts qui sont sa jeunesse et sa vigueur. Reste plus qu'à les mettre au service de la population. Le nouveau préfet, qu'il soit un homme dynamique, qu'il soit près des populations, qu'il soit près des chefferies traditionnelles et qu'il fasse en sorte que notre ville reprenne son blason d'antan. Parce qu'à un moment donné, on semble en train de perdre de l'aile, mais quand on voit un jeune qu'on nous envoie comme ça, et avec la population qui l'a accompagné, on se dit que peut-être Dieu a eu pitié de nous, cette fois-ci, peut-être c'est l'homme qu'il faudra à la place qu'il faut. Djana-Yves Bertrand Noël remplace à ce poste Irénée Galimgon, qui lui a été muté ailleurs. Avant son arrivée dans le département du Mungo, il était notamment préfet du Faro Edeo, dans la région de l'Adamawa. Et le préfet dans la région de l'extrême nord, le préfet de la Benoué a également été installé, être un acteur du développement pour assurer la sécurité et le bien-être des populations du département de la Benoué. C'est la principale recommandation du gouverneur de la région du Nord au nouveau préfet. Oumarou Aman Wabi a été installé dans ses fonctions à Garoua au cours d'une cérémonie de passation de commandement présidée par le gouverneur Jean-Eddy Abaté, après avoir été premier adjoint préfectoral et sous-préfet à Garoua, puis à Banganté dans la région de l'Ouest. Il revient dans une ville de Garoua en plein développement et il a été appelé à être un acteur de ce développement dans la région du Nord et notamment le département de la Benoué. Une semaine après l'incident survenu à San Mélima, le ministre de l'administration territoriale fait savoir que l'assassin du conducteur de moto est connu. Selon Paul Atangandi, il s'agit du cousin de la victime. Le suspect est passé aux aveux et est en exploitation par les autorités compétentes. Selon le ministre de l'administration territoriale, il y a eu une manipulation ayant conduit les casseurs vers une fausse piste. Et pour Paul Atangandi, il s'agit d'un problème purement familial qui n'a rien à voir avec un conflit interethnique. Le ministre de l'administration territoriale a fait le déplacement de San Mélima pour présider une réunion de sécurité. Ensuite, il a rendu visite aux commerçants dont les boutiques ont été saccagées au marché à San Mélima. Le ministre Paul Atangandi a promis qu'il transmettrait leurs préoccupations au chef de l'État et des indemnisations sont annoncées. Il a également distribué de l'argent pour carburant, pour l'achat de carburant destiné aux conducteurs de moto-taxi à San Mélima. Dans le reste de l'actualité, le gouvernement veut voir plus clair sur les incubateurs d'entreprises qui ont été installés à Douala. Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et l'ambassadeur de France au Cameroun ont pu évaluer les besoins des jeunes entrepreneurs, des start-up
qui cherchent, malgré l'environnement morose des affaires, à se développer au Cameroun. Explication avec Michel Ngachou et Ekwa Claude. Il était urgent de venir à la rencontre de ces incubateurs de projets afin de leur assurer de l'accompagnement de l'État du Cameroun, une initiative qui date de 2010 en vue de soutenir les jeunes porteurs de projets de création d'entreprises innovantes pour la plupart, surtout s'enquérir des difficultés qu'ils connaissent. Des difficultés financières en termes d'acquisition du matériel pour permettre davantage de transformer nos produits et les arrimer aux normes de qualité qui exigent le marché. Nous sommes ici au centre des incubations de l'ESSEC à Douala, l'un des maillons qui a donné à Achille Basileken III et l'ambassadeur de France au Cameroun de venir toucher du doigt les exigences de ce centre et comprendre les actions qui y sont menées. Notre passage ici au centre d'incubation nous a permis d'avoir deux accompagnements, un accompagnement technique avec une formation en entrepreneuriat ici au centre d'incubation. Ce projet est d'autant plus important car il va non seulement limiter le coût d'importation des matériaux de construction, lutter contre le chômage des jeunes, lutter contre la pollution et rendre notre économie compétitive. Promouvoir de manière générale l'initiative privée, même si les incubés peinent à franchir le Rubicon de la performance, le ministre fait son bilan. Pour ce qui est du nombre de jeunes qui sont incubés, nous avons enregistré depuis précisément 2010 près de 1600 jeunes incubés, ce qui est absolument appréciable. Et cette dynamique-là aujourd'hui est en train d'être complétée. Mais les start-upers, pour eux, ne cessent d'attendre. Il est prévu que nous recevons une subvention de l'État d'ordre de, je pense, de 7 à 10 millions par personne. Donc nous sommes dans l'attente de ce financement. Un peu plus de 1,6 milliard de francs CFA mis à la disposition d'une dizaine d'incubateurs. La France y apporte son appréciation en vue de l'encadrement des programmes spécifiques de l'Agence française de développement. Vous avez des ressources extraordinaires, à la fois du savoir qui est transmis, de la formation, mais également des jeunes qui ne demandent qu'une chose, c'est à pouvoir travailler et à s'épanouir dans le monde des affaires. Accompagner et rassurer ces pépinières dans l'optique d'une contribution à une santé économique nationale, les porteurs d'initiatives sont assurément incontournables pour l'émergence. Dans le reste de l'actualité, où en est-on avec les réunions visant à mettre un terme à ces grèves des transporteurs routiers? Le ministre des Transports a rencontré les différents syndicats afin de pouvoir évaluer et trouver des solutions pertinentes aux revendications posées depuis plusieurs semaines, des revendications qui ont conduit à un débrayage observé sur le corridor Douala-N'Djamena. On fait le point avec Guy Zogo. La hache de guerre est enterrée entre le Bureau général du fret terrestre BGFT et le groupement des transporteurs terrestres du Cameroun GTTC qui avait appelé à une grève effective des camionneurs. C'est une réunion au ministère des Transports qui vient de mettre un terme aux hostilités. Les partenaires sociaux lors de cette réunion ont pris tous l'engagement de s'assurer du retour à la sérénité dans les rangs. Condition sine qua non pour la poursuite des recommandations formelles. Il est évident que dans la paix, nous pourrons travailler en toute quiétude. Et le BGFT, à qui cette réunion était consacrée pour examiner les griefs formulés à son endroit, notamment la pratique des prix prohibitifs, prend des engagements pour davantage de conciliation. L'engagement que nous avons pris, nous continuerons à le faire. Il faudrait que tout le monde soit content et comprennent que nous allons essayer de faire en sorte que tout le monde, sans discrimination, comme ils pensent, ce n'est pas de la discrimination. Quand il y a fluctuation, quand il y a par exemple une adéquation entre l'offre et la demande, ou bien l'inverse, ou entre la demande et l'offre, on peut se dire que je suis lésé, et pourtant, tel n'est pas le cas. Je précise que le transport en transit ne représente que 10% du transport global des marchandises. Tout en expliquant que la part du Cameroun dans le fret terrestre en Afrique centrale est de 10% seulement, le BGFT se défend d'être en conflit avec le GTTC. Je dis que je ne peux pas rentrer dans le jeu des GTTC. Le GTTC n'a qu'un an d'âge. Je ne veux pas rentrer dans ce jeu-là. Nous sommes aujourd'hui dans un cadre apaisé. Donc si je me mets à parler du GTTC, ce serait enfantin pour moi. Si le GTTC a accusé, c'est de son droit d'accuser. C'est comme ça, quand on est dans un autre front. Moi, je suis du SNTRC.
Le GTTC n'a pour devoir que d'accuser. C'est ça, c'est son devoir. Mais moi, je ne fais pas de la discrimination parce que si je faisais la discrimination, comment ont-ils pu justifier qu'on a payé ceci ou on a payé cela s'ils n'avaient pas transporté? Mais il répond aux critiques sur la longévité de son patron à sa tête qu'il n'entend pas quitter les affaires. Je serai là jusqu'à la mort. Mais vous avez fait comment? Je ne peux pas, c'est nous qui avons mis ça en place et nous allons continuer à avancer avec notre instrument. Chacun, il peut aussi réfléchir pour créer leur part d'instrument. Nous avons travaillé pendant des années, mon cher ami. Ce n'est pas au hasard, on n'est pas tombé comme ça. Ce que nous avons fait au niveau du Cameroun est extraordinaire. Nulle part au monde, vous ne verrez un pays de transit qui a réussi à acheter un quota de fret pour un pays, pour le compte de son pays. Il n'y en a pas au monde. Il y a plusieurs pays qui ont accès à la mer et qui sont entourés de pays enclavés. Mais le BGFT a réussi la prouesse d'arracher un quota de transport pour les pays de transit. Les chauffeurs qui ont mené la grève jusqu'ici se réjouissent de cette issue et appellent à plus de conscience. On a eu à résoudre le problème, beaucoup plus, qui a fait des vingtaines d'années, la guerre qu'il y a eu souvent entre BGFT et certains syndicalistes. Mais aujourd'hui, on a trouvé la solution à ça. Grâce à vous les chauffeurs, on vous dit merci. Et vraiment, faites confiance à la vérité, premièrement. Ne bagarrons pas pour les intérêts des autres. Bagarrons pour nos propres intérêts chauffeurs, premièrement. Parce qu'on nous manipule souvent de gauche à droite, sans savoir nos droits, sans savoir ce qu'il faut. Nous, on meurt dans quoi? On meurt dans rien. On travaille pour les chauffeurs, on ne travaille pas pour les intérêts des autres. Donc, soyons solidaires, les gars. Pour autant, au sujet du BGFT, sa sortie n'a forcément pas de quoi rassurer ses contenteurs qui dénoncent l'éternisation de ses dirigeants aux affaires. À peine libéré, Michel Ndoki et d'autres militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun ont organisé une messe œcuménique hier soir en vue de remercier le Seigneur pour leur capacité à surmonter ces 9 mois passés dans l'enfer de la prison et dans un tourbillon judiciaire. Vous le voyez en image, ils ont arboré des t-shirts où il est écrit le cri de la liberté pour témoigner leur aspiration à la liberté et réaffirmer leur engagement politique à poursuivre leurs revendications. Et à ce propos, je vous propose d'écouter Michel Ndoki, cadre politique du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Je suis sorti de chez moi le 26 janvier avec Albert Zondan pour aller me rendre au chevet de Célestin Djamel, dont j'avais appris par les réseaux sociaux qu'on lui avait tiré dessus. Quand je suis arrivé avec Albert Zondan devant l'hôpital, on nous a interdit d'entrer, nous avons fait demi-tour en voiture. Et lorsque nous partions, nous nous sommes arrêtés parce que nous avions reconnu des camarades qui ont aussi été venus s'enquérir de la santé de Célestin. Nous sommes descendus de notre voiture pour leur parler. Et c'est là que la police l'a prise en chasse. Ils ont lancé 2 bombes lacrymogènes à mes pieds et ils m'ont couru après sur 400 ou 500 mètres. Jusqu'à ce que j'arrive dans un abri de fortune, ce qu'on appelle chez nous les tornades. Le jeune officier qui me pourchassait est entré dans cet abri, il est arrivé à l'entrée, il m'a regardé, il a levé son arme et il m'a dit, comme ça tu vas encore aller parler sur l'équinoxe. Et il a commencé à tirer sur moi. Et je me suis mise à courir dans le tourne-tour. Vous pouvez imaginer comment c'est grand un tourne-tour. Et je courais en essayant de ne pas être cible immobile et en essayant de me rapprocher des autres en me disant que peut-être s'ils voyaient qu'il y avait des civils, comme on les appelle, ça les découragerait de continuer à tirer. Ça ne l'a pas découragé. La présence d'enfants et d'une femme et de plusieurs femmes ne l'a pas découragé. Voilà le visage du terrorisme au Cameroun aujourd'hui, en tout cas, l'un des visages. Et après leur sortie de prison, l'engagement du professeur Maurice Kamto et ses cadres politiques de poursuivre la résistance est vu de mauvais œil dans les rangs du RDPC. Le secrétaire général du comité central du parti au pouvoir vient de réagir. Dans un communiqué rendu public, Jean Kueté dénonce des déclarations irresponsables des dirigeants d'un parti politique qui appelle les partisans à se préparer à poursuivre la résistance.
Selon Jean Kueté, ces propos signifient violence et désordre. Pour le secrétaire général du comité central du RDPC, ces propos relèvent également la mauvaise foi des responsables politiques. Il dénonce le manque de reconnaissance de ces dirigeants, de ces hommes politiques qui bénéficient pourtant d'un acte du président de la République qui va dans le sens de l'apaisement. Jean Kueté regrette également l'attitude de la communauté internationale qui appelle à la poursuite d'un dialogue constructif et à plus long terme au Cameroun. Selon le secrétaire général du comité central du RDPC, c'est là une ingérence répétée de la part de la communauté internationale et irrespectueuse dans les affaires du Cameroun. Il appelle à la plus grande vigilance pour contrecarrer les entreprises de désinformation et d'intoxication dans les médias dans le but de déstabiliser les institutions du Cameroun. C'est en substance le communiqué du secrétaire général du comité central du RDPC, Jean Kueté. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Allan Otou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Allan. Oui, toute la communauté nationale et internationale même l'a vu hier sur différentes plateformes. ICOM Polycarpe, cet ex-combattant amazonien, n'est plus. Il a été assassiné juste après avoir annoncé sa volonté de renoncer à la lutte armée dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, présenté à Woum lors de l'installation du préfet de la Mentchoum. Il a tenu à s'excuser pour les exactions commises jusqu'ici, lui qui a été présenté comme un commandant d'un groupe armé séparatiste dans la région du nord-ouest, retrouvé assassiné très tôt ce matin dans des circonstances troubles. Les autorités administratives n'ont voulu ni confirmer ni infirmer cette information. Jean Kueté digère mal les propos tenus par le professeur Maurice Kamto. Le secrétaire général du comité central du RDPC qualifie ces propos d'irresponsables. Il estime que cela signifie que le MRC veut se lancer à nouveau dans la violence et le désordre. Ce sont les mots qu'il a utilisés, qualifiant ces responsables politiques d'irresponsables qui n'ont pas voulu aller dans le sens de l'apaisement tel que l'a prescrit le chef de l'État. Il tense également la communauté internationale qui, selon lui, continue des ingérences répétées et injustifiées dans les affaires du Cameroun. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel. Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous lundi, 20h. Rendez-vous lundi, 20h.